Salut, c'est Guillaume Canet. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. Aujourd'hui, Cannes, jour numéro 13. Alors c'est un jour assez spécial parce que déjà la billetterie ne fonctionnait pas trop, donc c'était assez chiant pour récupérer ces billets. Quand je suis allé au palais, les agents de sécurité m'ont dit non, vous ne pouvez plus rentrer, c'est terminé. Donc j'ai trouvé ça assez bizarre. J'ai pas très bien compris. Il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude. J'ai pas recroisé mes collègues cinéphiles de la presse ou autres. Donc ça m'a vraiment plutôt surpris. J'ai essayé de croiser Thierry Frémaux par-ci par-là, mais non. Du coup, on m'a fait rentrer dans une nouvelle pièce que je connaissais pas trop. Je suis rentré. Alors c'était assez métallique, c'était assez long, ça bougeait et je me suis dit waouh putain, c'est une expérience de ciné incroyable. Je suis rentré dedans et j'ai passé 9 heures. Et alors plus tard, je suis arrivé devant un endroit, ça s'appelle Capitole. J'ai entendu des gens parler de chocolatine, donc je me suis dit, waouh, putain, Cannes, ça a un petit peu changé hein, pendant mon absence. L'expérience du film était assez folle, même si le film en lui-même, c'était juste des paysages qui défilaient, donc c'était pas incroyable. Et cette blague est beaucoup trop longue. Et oui, Avis désastreux n'est plus à Cannes. Alors comment ça se fait qu'il y a cet épisode calmez-vous, hein. On y reviendra d'abord, hein. Chaque chose en son temps. Mais oui, effectivement, Avis désastreux n'est plus à Cannes. J'ai retrouvé le bonheur de l'accent qui chante, comme se l'appelait tant à Pierre Richard. Je suis arrivé à Toulouse, que l'ambiance est complètement différente, les salles aussi. Mais comme vous pouvez le voir, il y a encore des épisodes. Je l'avais promis il y a 2 jours. Parce que je pensais pas que ça allait arriver, j'avais dit voilà, si les frères Dardenne gagnent un prix pour Jeune Mère, vu que le film sort en salle, je vais aller le voir et je vais vous faire un épisode dessus. Bon il s'avère qu'ils ont gagné le prix du scénario, donc du coup voilà, hier après 9 heures de train, 4 heures de dodo et 2 semaines de Cannes, je me suis retrouvé à une séance de 21h45 pour voir le dernier film des Dardenne de Jean-Pierre et Luc, Jeune Mère donc. Et donc c'est l'épisode du jour, mais aussi parce qu'il est sorti que c'est un réalisateur que j'aime bien et que je voulais absolument voir ce film et pourquoi pas en parler. Il y aura aussi bien sûr une partie sur l'avenue de l'avenir de Cédric Clapiche, réalisateur que j'adore au passage, mais ça sera pour plus tard. Donc, Jeune Mère de Jean-Pierre et Luc Dardenne, l'histoire de 5 femmes, des regards croisés comme disent les gens qui ont des médias un peu plus importants que le nôtre, sur 5 jeunes femmes qui sont mères, donc des filles mères, je crois que c'est ça l'expression, qui donc pour la plupart je crois qu'elles sont mineures ou en tout cas à peine majeures, et on va suivre du coup leur vie dans un institut où elles sont là pour apprendre à être mères et pour savoir si oui ou non elles gardent l'enfant ou si elles le confient, elles le placent en famille d'accueil. Le truc avec ce film c'est que, et comme beaucoup de personnes je pense, je l'ai découvert après son prix, son prix du scénario, et donc forcément je l'attendais au tournant. J'avoue, je suis pas du tout d'accord qu'il ait un prix du scénario. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire que c'est mauvais, loin de là, je trouve que le film a quand même pas mal de qualité, je vais revenir là-dessus. C'est juste que, non en fait, quand en face t'as les Aigles de la République, bon même si celui-ci a pas tant convaincu, mais surtout t'as l'Agent secret, et puis d'autres films, je suis très surpris que ce soit celui-ci. Alors comment c'est la malédiction de Cannes, dès qu'il y a les Dardennes, faut leur remettre un prix. Voilà, donc là c'était prix du scénario. Bon, disons que c'est le moins déconnant de ce qu'ils auraient pu avoir, donc c'est peut-être pour ça. Le jury a dit bon, on est obligé de leur remettre un prix. Non, le prix spécial, on va le donner à Résurrection. Très mauvaise idée. Ce que vous aurez de faire, c'est Résurrection, mise en scène, l'Agent secret, scénario, et les Dardennes prix spécial. Voilà, je donne des petits tips hein, pour faire la prochaine fois. Mais donc du coup, en mode merde, qu'est-ce qu'on leur donne? Bon, vas-y le scénar, parce que de temps en temps ça fonctionne bien. Et du coup je vais venir là-dessus, oui de temps en temps ça fonctionne bien, mais de temps en temps ça fonctionne mal. D'abord en fait le film, j'ai beaucoup de mal avec tout le début du film. Je trouve que ce soit au niveau des dialogues et surtout au niveau du jeu, ça sonne faux, ça ne sonne pas naturel. Je trouve que c'est hyper grossier, hyper lourd dans l'écriture, dans comment on reçoit les informations. C'est-à-dire que par exemple, tu as un personnage qui va se mettre à faire une prière. Et alors, c'est pas ça qui est dérangeant, c'est que c'est la manière dont c'est amené, c'est la manière aussi dont cette personne va tomber. Enfin,
on sent une écriture, alors pas tant dans le pathos, mais on sent énormément l'écriture, et en fait, parle pas, ça chante, c'est pas du tout naturel. Et puis, vu les dialogues que de recevoir les actrices, enfin, un moment, enfin, j'ai noté ce dialogue parce que j'ai trouvé ça assez ridicule. C'est du coup Perla, une des filles mères, qui parle avec, de ce que j'ai compris, la psychologue, et qui lui dit je crois que c'est Noé qui pleure, tu vas aller le chercher? Donc son enfant. Ce à quoi Perla répond: moi aussi je pleure. Voilà, je trouve qu'il y a un certain ridicule qui vraiment est assez barbant par instant, et qui empêche totalement de rentrer dans le film, d'autant plus que, alors, je suis pas un habitué des frères Dardenne, c'est que mon troisième, j'ai vu Rosetta et Tori et Lokita, mais il y a vraiment ce côté un peu loi de Murphy. La loi de Murphy, c'est en fait tout ce qui doit mal se passer se passera mal, dans l'idée, je crois. Et là, ça en devient ridicule, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un couple pour qui ça se passe bien, j'ai pu deviner en mode il va se passer telle chose. Alors, je m'étais trompé de personne, mais j'avais visé juste de qu'est-ce qui allait se passer dans la scène suivante en me disant ok, je connais les Dardennes, je vois très bien qu'est-ce qu'ils vont écrire. Ils peuvent pas écrire quelque chose qui se passe bien pendant plus de 5 minutes. Donc, si ça se passe bien 5 minutes, il faut que ça se passe mal d'un coup. Et donc, c'est comment dire, encore une fois, c'est ridicule. C'est dans l'exagération. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas juste aller bien ou mal. Il faut toujours que tu en rajoutes des caisses. Mais, donc là, vous te dites, oula, il avait dit qu'il avait bien aimé certains aspects. C'est que je trouve que ça, c'est dans l'ensemble et surtout au début, où est-ce que ouah, j'ai beaucoup de mal avec l'écriture. Quand bien même le rythme arrive à m'avoir et qu'il y a un gros ventre mou au milieu. Effectivement, le fait d'avoir ce film entre guillemets choral, ça permet une exploration de ce sujet, le sujet de la parentalité à cet âge-là, et la question de est-ce qu'on garde l'enfant ou au contraire on préfère le confier à certaines personnes, quel est notre rapport à la maternité, enfin quel est le rapport de ces personnages à leur maternité. Ben, je trouve que le fait d'avoir plusieurs personnages, ça permet d'avoir différentes explorations, différentes thématiques. Si c'était concentré sur chacune d'entre elles, ça aurait fait 5 films différents, sur lesquels ils auraient peut-être pu plus explorer du coup les thématiques, parce que là il y en a certaines qui restent en surface, je trouve, mais là ça permet d'avoir une vision d'ensemble entre celle qui a été rejetée par ses parents, celle qui veut garder le gosse, celle qui ne veut pas garder le gosse, celle qui voudrait l'avorter. Je trouve que ça permet d'amener certaines choses, le père qui est absent, les parents qui sont envahissants. Ça, je trouve que c'est un des points positifs du film, c'est que ça arrive à faire tout un spectre de personnages et de situations et de psychologie qui fonctionne très bien. Si je devais prendre en parallèle des histoires, les deux histoires qui m'ont le plus touché, je dirais que c'est celle de Ariane et de sa mère, dont j'aime énormément la dynamique. La mère s'en sort vraiment très bien dans cette relation d'une mère toxique, qui a jamais pris soin de sa fille et qui jusqu'à lui demander de garder un enfant dont la fille ne voulait pas pour ensuite essayer de tout réparer. Il y a un côté un petit peu, c'est pas misérabiliste, mais elle fait vraiment beaucoup de peine et en même temps tu sens qu'il y a une relation très toxique qui se joue entre les deux, et j'aime beaucoup comment on arrive à acheter à cette relation, comment ils arrivent à placer un poil d'empathie, un poil de nuance, en n'en faisant pas un monstre total, mais quand même, on se rend compte que dans sa manière d'être avec sa fille et son petit-fils, elle est hyper toxique. Et en même temps, on n'arrive pas à la comprendre, mais à la prendre un peu en pitié et à être en mode lâche ça, mais prends soin de toi quand même. Et en miroir, on a cette relation entre Jessica et sa mère qui ne veut plus la voir, qui est interprétée par India Air, et qui offre, selon moi, une des plus belles séquences du film, où est-ce que là, c'est quelque chose d'assez poignant, d'assez beau. Et c'est ça, le film, c'est que je trouve que si par instant l'écriture est lourde et te sort du film et en devient ridicule, voire risible, ben, il y a des sursauts de beauté qui se trouvent dans le film, de magnificence, qui me plaît énormément et qui, à travers du coup ces relations, ces deux relations dont je viens de vous parler, ça montre que des filles mères restent avant tout des filles. Ça lie en fait la question de la parentalité à travers leur mère et leur enfant. Du coup, c'est une sorte d'écriture à double niveau. Je trouve que ça fonctionne très bien, d'autant plus que ça permet d'exploiter l'ambiguïté de confier son enfant, parce que il y a ce truc de ça reste son enfant, mais en même temps, tu ne te sens pas de le garder, donc tu préférerais le donner à d'autres personnes, mais en même temps, c'est une décision qui est lourde, qui est difficile à prendre. Et donc, je trouve qu'il y a une sorte de dilemme d'ambiguïté qui là encore, fonctionne très bien. Ce rapport conflictuel à la maternité qui est sans jugement,
parce que l'objectif des Darden, c'est pas du tout de juger, c'est vraiment de montrer tel quel, et ça se voit avec la caméra qui est du coup toujours proche des personnages parce que voilà, c'est leur marque de fabrique, mais je trouve qu'elle est beaucoup moins tremblante, en tout cas quand je compare au film précédent. Et même au niveau de la patte de couleur, c'est beaucoup moins gris que ce qu'ils ont pu nous habituer. Donc je trouve qu'ils arrivent à faire un jeu d'équilibriste qui fonctionne un peu mieux. Ça va pas dans le misérabilisme, ça va pas sortir les gros violons, sauf par instant, mais c'est plus au niveau des dialogues et du jeu des actrices. Mais de l'autre, voilà, je trouve que dans l'ensemble, c'est un beau projet. Donc, je trouve que c'est un plutôt bon film qui est vraiment parasité, encore une fois, hein, par la lourdeur qu'ils n'arrivent pas à lâcher, j'ai l'impression, parce que ça veut quand même montrer une situation, et je comprends totalement, mais voilà, la question de doser. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que tu retrouves pas durant tout le film. C'est un film que j'encouragerais quand même à découvrir, parce que bon, déjà prix du scénario, pas mérité, mais prix du scénario quand même. Il y a à boire et à manger, et quand on boit bien. Je suis pas sûr que ce soit ça l'expression. Mais bon, bref, voilà. Et puis juste, voilà, je me le note, mais on retrouve Joélie Momdu, qui interprétait Lokita dans leur dernier. Et voilà, juste, ça fait plaisir de retrouver des actrices de leur précédent. Peut-être qu'il y en a d'autres. Comme je vous dis, les Dardan, j'en ai vu très très peu. Donc voilà, j'ai surtout repéré cette actrice. Et nous allons continuer avec le dernier film tout court, le dernier film de toute la vie, voilà, c'est le dernier, après vous pourrez plus rien voir. Non, bien sûr, le dernier film que je vais chroniquer, en tout cas de point de vue quotidien pour Cannes, c'est le dernier film justement de Cédric Klapisch, La Venue de l'Avenir. L'histoire d'un groupe de personnes qui apprend qu'ils font partie de la même famille au moment où la maison de leurs ancêtres est sur le point d'être vendue pour un complexe commercial de souvenirs. Et en fait, ils vont apprendre un petit peu à se connaître, mais surtout à connaître leur famille, une personne en particulier de leur famille, et savoir qui était cette personne. Et pendant qu'on va apprendre à qui est cette personne, on va le voir. Et donc le film va se passer sur deux époques, l'époque actuelle et le fin du 19e siècle. Bon, tout d'abord, en préambule, je suis un grand fan du travail de Cédric Klapisch. Je suis un Klapisch-jouse, comme on dit. J'aime beaucoup son cinéma de manière générale, vraiment, que ce soit de ses premiers jusqu'à ses tout derniers. J'ai toujours été très client du cinéma de Klapisch parce que Klapisch, c'est un cinéaste qui n'est pas prétentieux dans sa mise en scène, je trouve. Peut-être pour certains qui manquent de mise en scène, mais en tout cas, c'est toujours un cinéaste proche de l'humain, je trouve. Là, je parlais des Dardennes à l'instant, mais là, eux, c'était avec leur caméra et vraiment aller puiser un petit peu dans une certaine question sociale. Clapiche, il fait dans le social, mais lui, il a toujours été sur la jeunesse, la vie, quelque chose de très frais, très naturel, très solaire surtout. C'est quelque chose qui m'a toujours plu dans son cinéma, et c'est quelqu'un qui, je trouve, a vraiment une plume au niveau des dialogues. C'est extrêmement bien dirigé, toute sa troupe de comédiens, et je dis bien troupe parce que voilà, il y a des comédiens qu'il retrouve et avec qui il a toujours collaboré. Là, par exemple, je pense un comédien qui le suit depuis toujours, Zinedine Soualem, avec qui je sais pas combien de films, il doit y avoir facile une dizaine de films qu'ils ont fait ensemble, si ce n'est plus, ça fait plus de 30 ans qu'ils se suivent. Du coup, c'est toujours agréable de retrouver ces têtes et d'en voir des nouvelles. Mais bon, bref, du coup, ça c'était vraiment l'introduction. Et il y a des trucs qu'on retrouve toujours, hein. C'est toujours quelqu'un qui est très agréable à suivre. C'est, je trouve, toujours bien écrit au niveau des dialogues surtout. Et au niveau de l'interprétation, tout le casting s'en sort très très bien. Il y a aussi Cécile de France, tiens, qu'on retrouve, qui a un rôle un peu plus petit dans ce film. En plus, il y a Vincent Macaigne, qui est quelqu'un que j'aime énormément en tant qu'acteur, qui est dans un rôle très habituel de ce qu'il fait. Quelqu'un qui est toujours la voix un petit peu tremblante, hésitante, mais qui a un petit peu, je vais peut-être pas dire dépressif, mais voilà, qui est toujours ce rêveur amoureux qui est ça fonctionne toujours. Clairement, sur les deux époques qui nous sont présentées, je vais préférer l'époque moderne, hein. Clapiche, il n'a pas eu l'occasion de faire tant que ça du film d'époque. Alors je pense à Peut-être que je n'ai pas vu. Je sais que c'est une sorte de futur post-apo, donc c'est pas vraiment du film d'époque en proprement parler, mais c'est pas, disons, l'époque moderne. Donc je sais qu'il a déjà fait ça, mais c'est pas son habitude, et je vais pas dire que ça se ressent, mais clairement on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise à l'idée de filmer l'époque moderne qu'à filmer l'époque du 19e. En tout cas, au ressenti du visionnage, je trouve que les interactions fonctionnent mieux, que ça sonne plus naturel, qu'il est plus à l'aise, alors que quand il est dans le vieux Paris, vu qu'il y a cette question de reconstitution avec lesquelles des fois j'ai un peu de mal, des fois les incrustations, les effets spéciaux piquent un peu les yeux, il a un peu moins de liberté dans ce qu'il va pouvoir faire au niveau de sa caméra, ou en tout cas au niveau des gens avec qui il va jouer.
C'est un film qui m'est totalement sympathique, notamment dans sa manière dont il va relier ces 2 époques à travers alors, au niveau du montage, là, je suis beaucoup moins sûr. Des fois, je trouve que les transitions sont assez abruptes. Alors des fois, ça fonctionne quand, par exemple, il y a un personnage qui quitte le champ, on est au 19e siècle, un autre rentre, on est à l'époque moderne. Ça, je trouve que ça fonctionne très bien, mais c'est que de temps en temps. Des fois, c'est des raccords qui sont pas forcément, en plus la caméra est pas forcément pile au bon endroit, en plus comme je le dis on voit un peu plus les incrustations, donc ça me sonne beaucoup moins naturel et matériel comme peut l'être le plan précédent. Enfin, je trouve que le montage, c'est pas qu'il bégaye, c'est que le montage a du mal à faire les transitions et je trouve que même de manière globale, pour mettre en relation ces 2 époques d'un point de vue scénaristique, des fois je ne comprends pas énormément quel est le lien entre ces 2 moments, à moins de dire bah voilà, on avance un peu plus au 19e, on avance un peu plus en 2025. À part ça, je trouve il y a assez peu de dialogue entre ces 2 époques. Vu que Clapiche a toujours filmé la jeunesse, je trouve que c'est ce qui est bien dans l'idée de pouvoir faire du film d'époque, c'est de pouvoir aussi questionner un petit peu le rapport à la jeunesse et montrer comment elle était vue à l'époque. Et il y a quelque chose que je trouve assez rigolo, c'est cette question du changement au niveau des mœurs ou pas, et de se dire ben la jeunesse a toujours été catégorisée à un certain type de d'actes ou de pensées. Par exemple, quand Suzanne Lindon va décider de partir à Paris, donc là on est du coup dans le 19e, la personne avec elle lui dit ah bah de toute façon la jeunesse c'est plus ce que c'était, à mon époque on savait se parler, maintenant c'est tout va trop vite, vous prenez des décisions, etc. Je trouve rigolo le parallèle que ça fait avec notre époque, en se disant que ben oui, en fait le regard qu'il y a eu sur la jeunesse de manière générale ne change vraiment jamais, et que même s'il y a une impression d'évolution sur certains mœurs, sur certains aspects, en réalité le regard que portent du coup les générations entre elles ne change vraiment jamais. Je trouve ça c'est bien, surtout d'un cinéaste qui a toujours grandi, d'un cinéaste qui a toujours filmé cette partie-là de la population et qui a traversé les époques, hein. Le Clapiche du Péril Jeune n'est plus celui de l'avenir, et pourtant dans les deux, il garde un regard vraiment hyper positif et sans aucun jugement sur la jeunesse. À travers aussi ces 2 époques, il va placer la question de la transmission, mais il va aussi l'éteindre. Donc il y a la transmission familiale, quand du coup ses descendants arrivent dans la maison familiale et tombent sur du coup des photos, des lettres, etc. Et de non seulement faire le lien avec eux, mais aussi tout simplement de voir ce qui est resté avec les 2 actrices avec qui Clapiche a l'habitude de travailler, donc Zinedine Soualem et du coup Cécile de France, qui ont une relation dans le passé qui est à peine évoquée, mais qui est vraiment basée sur le fait d'avoir transmis quelque chose d'un prof à une élève. Et ce parallèle, il le fait aussi avec l'art. L'art est immortel, ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu dans The History of Sound. Alors, c'est encore traité de manière différente ici parce que c'est pas tant une réflexion sur l'art mais juste montrer que l'art a été hyper important, surtout quand il était à l'avènement de quelque chose, le début de la photographie, le début de l'impressionnisme, début du cinéma, bon qu'on verra pas, mais donc on est vraiment à une époque de transition au 19e, et de voir comment en fait ces œuvres ont eu une résonance avec à l'heure actuelle, et de comment des personnes que tu vas croiser au hasard des rencontres peuvent avoir ou non une influence et marquer le temps. Et cette question de l'art, je trouve qu'il va la pousser jusqu'à très loin en utilisant, par exemple, lorsque toute la famille se réunit, et vu que c'est sur du coup 50 personnes à peu près, c'est un petit peu les 4 coins de la France, ils vont se réunir via Zoom, et l'une des personnes va avoir un filtre comme on peut en avoir sur Zoom, et c'est de l'IA. Alors là où est-ce que, de manière générale, l'utilisation de l'IA a tendance à me déranger, ici je trouve que bah, déjà c'est cohérent en disant que oui, très probablement que sur Zoom il doit y avoir des filtres qui utilisent de l'IA qui n'en ont un peu rien à foutre. Et donc, du coup, c'est tout à fait cohérent que quelqu'un l'utilise. Le fait qu'il y ait de l'IA, ça permet juste de pouvoir aller encore un petit peu plus loin, parce que l'IA et l'art, c'est actuellement très débattu. Donc le simple fait de l'utiliser, sans pour autant avoir un propos, mais juste le fait de le mettre, ça montre qu'il a conscience qu'à l'heure actuelle, il y a aussi ces questionnements qui ont lieu. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le cinéma de Clapiche, c'est que c'est jamais un film de vieux monsieur. Là, il y a quelques jours, je vous parlais de Pierre Richard, où là, c'était quelque chose de très daté. Tu ressens pas quelque chose de daté dans le cinéma de Clapiche, tu sens que c'est toujours un cinéaste qui s'intéresse à la jeunesse, qui s'intéresse à ce qui se passe, qui modernise toujours, alors pas tant son cinéma, mais plutôt son écriture. Et c'est quelque chose qui fait que, à l'heure actuelle, c'est toujours agréable de voir un film de Clapiche, et je pense que ça peut toujours toucher différentes générations. Différentes générations qui ici va être symbolisées à travers la lecture d'une lettre, ce que je trouve plutôt beau, à travers du coup. Alors c'est pas 3 générations, mais c'est disons 3 interprètes, 3 interlocuteurs qui vont du coup tour à tour lire la lettre, et qui fait un lien encore une fois entre le 19e et le 21e.
Effectivement, si le vieux Paris, est quelque chose est la partie qui va le moins m'intéresser, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dedans, c'est, cette question du voyage un petit peu suspendu. Le temps d'un voyage où, du coup, les relations peuvent exister, où, le désir, peut changer, évoluer, on peut devenir une icône, mais juste le temps d'eux et ensuite retour à la vie normale et je sais pas, je suis toujours sensible à ce genre de moments un petit peu suspendus, voilà, j'en parle souvent aussi, mais c'est vrai que la trilogie Before, il y a un petit peu de ça, notamment dans les deux premiers. C'est vraiment l'espace d'un moment, notre vie n'existe plus et on est juste lié aux gens avec qui on est, à l'endroit où on est, et c'est tellement en dehors de notre quotidien que du coup, ça devient vraiment une bulle à part. Juste une dernière chose, c'est que quelque chose qui m'avait un peu inquiété et qui en avait inquiété plus d'un, c'est le casting qui est clairement des Nepo Babies, hein. C'est toujours des filles ou des fils d'eux. Et ben, je me disais, c'est à tous les coups, vu que Clapiche c'est vraiment la jeunesse et faire découvrir de nouveaux talents, j'étais très intrigué, très curieux en me disant, c'est sûr qu'il va s'en servir pour autre chose. Bah, à moitié, c'est-à-dire qu'en fait, bon, déjà les Nepo Babies n'occupent qu'une seule partie du film, c'est-à-dire surtout le Paris 19e, et c'est pas comme s'ils avaient beaucoup de rôles, genre Paul Kircher a un rôle, je dirais, secondaire dans le film, et ben ils jouent, malgré eux, des gens qui sont bien placés, qui ont, de par leur ascendant, des facilités à s'incruster, à monter dans la société, à avoir des contacts, à avoir des relations. Et donc, il va pas en faire grand-chose, il va pas porter un discours là-dessus, mais du coup, je me dis, ok, ça va, c'est pas que gratuit, c'est pas uniquement pour les avoir et faire Nepo Babies le film, mais bien relier, mettre en évidence, du coup, le fait que les interprètes jouent des personnages qui leur ressemblent de par rapport à la question de la filiation qui est du coup un des thèmes du film, donc je vais dire, ok, ça va, j'arrive à comprendre pourquoi ce choix de casting qui, quand même, avait étonné. Et voilà. Mais après, je suis pas. Si c'est un choix volontaire du casting, j'ai l'impression qu'il exploite que qu'il reste un peu en surface s'il avait volonté d'exploiter ça. Et je trouve que la musique est trop sympa. Voilà. Et il y a une musique aussi un petit peu qu'on retrouve dans des TikTok un peu nanana core, ça se veut être beau, c'est le moment où on découvre l'impressionnisme avec Monet, etc. Bon, voilà, c'est beau, mais en même temps, quand on a d'autres références, ça vient casser un petit peu le truc. Bon, c'est pas grand-chose, c'est vraiment en dehors du film, mais c'est juste que ça me faisait rire, et peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont cette référence, et du coup, ça les fera sourire, je pense. Et ben voilà, là, c'est objectivement, c'est vraiment la fin. Là, c'est terminé. Il y aura pas d'autres épisodes journaliers. Il y aura un gros épisode, je pense, d'ici quelques jours, voire la semaine prochaine, avec d'autres copains de Toulouse pour faire un bilan de ce festival de Cannes. Mais là, c'est une sorte de bilan remerciement. Tout d'abord, en termes de bilan, putain, mais qu'est-ce que c'était bien. C'était un festival tellement chargé, j'ai loupé plein de films. Je me rends compte de tous les films que j'ai ratés et voilà, que ce soit des films à la quinzaine, de certains regards, de la semaine. C'était un festival que j'ai trouvé exceptionnel. Vraiment, je trouve que la qualité des films que nous avons eus était très très bien. Bon, il y a eu de la division, il y a eu aussi des films qui faisaient l'unanimité dans le mauvais comme dans le bien. Mais ouais, je trouve que c'est une des meilleures années, si ce n'est la meilleure année à laquelle je participe au Festival de Cannes. En termes d'expérience et en termes de film, c'était vraiment très bon et voilà, on a hâte du prochain festival dans la même veine. Même si j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus en profondeur du coup dans le prochain épisode et je pense peut-être sur les réseaux sociaux sur lesquels je vais revenir un peu plus sur voilà, les films qui m'ont marqué, même si vous avez pu entendre à travers du coup ces 13 épisodes du coup voilà, les films qui ont su me marquer. Ce qui concerne les rencontres, bah, je vais m'en occuper maintenant. Donc là, ça va être quelques remerciements, comme chaque année, hein, je n'oublie pas. Alors, bah, tout d'abord, remerciements au Festival de Cannes, l'équipe presse qui ont renouvelé du coup Avis désastreux en presse, ça fait vraiment plaisir. Donc merci à leur confiance, merci aussi à tous les bénévoles qui ont, pour la plupart, été toujours adorables. Il y avait juste un ou deux agents de sécurité qui prenaient un peu la conf, mais à part ça, voilà, c'était que des crèmes, donc merci à eux, merci du coup à l'équipe de sélection aussi pour cette sélection incroyable. Bien sûr, la colocation, hein, vous les avez dû tous les entendre, donc voilà, Léa, Clément, John, Théophile, ben, c'était un petit bonheur de faire cette colocation, toujours comme d'habitude. Les collègues et amis croisés du coup durant les séances, je pense à l'équipe de réaliser sans trucage, plus particulièrement Sophie,
avec qui on a quand même pas mal parlé, pas mal fait de séances ensemble. Mélanie, Ali, Sens Critique, bien sûr, toute la team de Sens Critique. Quelques personnes qui m'ont vu dans des TikTok et des Reels. Ça a permis quelques shitstorms. Ça a permis un peu de foutre la merde, surtout celle de Nouvelle Vague. C'était un petit bonbon de voir tout ça. Les copains aussi d'Arrêt Caméra, Julie et Morgane, avec qui on a pu boire un petit coup et on sortait tout juste de Résurrection. Il fallait parler, donc c'était une soirée, ma foi, très sympa. Vivi, Victoire, on se croise de moins en moins, mais c'est toujours un bonheur de te voir. Et t'as vu comment ça rime. Karine pour les retours journaliers. Merci Karine, ça fait toujours plaisir. Même quand on l'a fatigué là, on sait que l'écoute est présente, donc ça fait toujours plaisir. Didier Alouche, encore une fois, je crois que je l'avais remercié l'année dernière parce que je trouve que ce mec est adorable en fait. Alors peut-être que il est un peu trop foufou par instant pour parler ciné, etc. Mais ça reste quand même une crème et voilà, je peux le remercier. C'est quelqu'un de très abordable en plus et qui a une certaine modestie. Et c'est vraiment très agréable de pouvoir parler avec lui et qui en plus est d'une gentillesse infinie. Et alors, je dois oublier des personnes, je vais certainement oublier des personnes, mais en tout cas, toutes les personnes croisées au Festival de Cannes. Anaïs aussi, tiens, oui, voilà, bien sûr, Anaïs, le bonjour, du coup, toutes les personnes croisées à Cannes, les sourires, les discussions, tout ce plaisir. Et pour me la péter, mais surtout en fait pour remercier aussi l'accessibilité des personnes, du coup, les quelques réalisateurs et acteurs que j'ai pu voir, donc Wes Anderson, Kirill Serebrennikov, Juan Antonio Bayona, Olivier Lax, bien sûr, aussi un réalisateur très abordable, que ce soit du coup au hasard du festival ou juste pour la petite question en conférence de presse. Aussi, même si c'est un peu différent, Maïlis Valade et Lian Cho-Han Jing Kwan pour l'interview autour du film Amélie et la métaphysique des tubes, donc du coup pour leur accessibilité, pour leur disponibilité, et donc toutes les personnes qui ont participé à cette rencontre de l'équipe de Goodfellas, et notamment Myriam qui a été du coup l'interlocutrice entre nous et qui a permis du coup cette interview, et donc bon courage Myriam et merci pour tout. Et William Labéguil, voilà, Martin Jova aussi, tiens, tant que j'y suis, parce que c'était durant la même séance. Voilà, c'était un plaisir de vous voir, de discuter. Nous, c'est la fin, voilà, là c'est la fin de l'épisode, carrément la fin de ce Cannes 2025, même si je l'enregistre ici à Toulouse. Voilà, Cannes était exceptionnel. J'ai très envie d'être de nouveau présent l'année prochaine, il y a déjà des noms qui circulent. Et on a très très hâte de voir ça. Mais voilà, comme chaque année, c'est l'incertitude, est-ce que je viendrai à Cannes ou pas. Mais voilà, l'année prochaine même, j'aimerais même venir avec quelqu'un de l'équipe et qu'on soit plusieurs à couvrir le festival. Donc, comme ça a été le cas cette année avec Léa, mais qui n'a pas pu rester jusqu'au bout. On croise les doigts pour Cannes l'année prochaine. En attendant, continuez à aller voir des films, hein, il y en a plein. Là, vous allez des rattrapages tout au long, alors déjà des premières semaines, mais ensuite des mois qui viennent, vous avez vraiment du très très bon qui arrive. Voilà, Cannes, ça permet de montrer, d'être la vitrine sur le meilleur du cinéma quasiment, et du cinéma international. Donc voilà, merci pour vous d'avoir écouté jusqu'au bout. On se dit à l'année prochaine si vous restez que pour Cannes, et au prochain épisode si vous restez pour le podcast. Et surtout, n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse savoir, c'est de se dire « Oh, Cannes, oui, bon, non, je sais pas, je pense pas que j'y retournerai, c'est pas si exceptionnel. » Allez, salut. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.